Bonjour à tous, voici le corrigé du DS numéro 4 d'économie contemporaine. Voici une grande partie des documents dont vous aviez à disposition. La première question consistait à retrouver dans la matrice proposée l'équilibre de Nash. Il s'agit de jeux non coopératifs dans un équilibre de Nash. Chaque joueur va adopter une stratégie sans connaître la stratégie de son adversaire. Et forcément, chaque joueur va essayer d'adopter la meilleure stratégie le concernant, tout en essayant de deviner la stratégie de son adversaire. Pour Nestlé, par exemple, la stratégie dominante est celle de proposer un prix moyen. Nestlé propose un prix moyen et que Danone propose un prix élevé. Dans ce cas-là, Nestlé pourrait faire comme bénéfice 80 au lieu de 70 ou 80 au lieu de 45. Il est donc gagnant. Pour le prix moyen, c'est exactement la même chose. Si Danone propose un prix moyen et que Nestlé propose aussi un prix moyen, Nestlé gagnera 60 au lieu de 46 ou de 45. Pour la troisième hypothèse, si Nestlé propose un prix moyen et Danone un prix bas, Nestlé serait légèrement perdant puisqu'il aurait pu gagner 46 s'il avait lui-même fixé un prix élevé. Toutefois, comme il s'agit de jeux non coopératifs, on ne peut pas prévoir la situation que choisira l'adversaire. Il reste néanmoins que globalement, la stratégie du prix moyen pour Nestlé est la meilleure. On pourrait faire la même chose pour Danone et s'apercevoir que là aussi, la stratégie de prix moyen, sans connaître la stratégie du concurrent, est également la meilleure. De plus, c'est avec un prix moyen que Nestlé gagne le maximum. On retrouve 80. Pour Danone, c'est exactement la même chose. C'est en proposant un prix moyen qu'il gagne le maximum. La rencontre des deux prix moyens proposés par Nestlé et à la fois par Danone nous donne l'équilibre 60-60. Cette situation n'est pas globalement satisfaisante pour les deux acteurs, tout simplement parce qu'ils auraient pu obtenir 70-70 chacun, ce qui est beaucoup plus, et en plus, individuellement, ils auraient pu espérer avoir 80. Donc 60-60, oui, c'est satisfaisant, mais ce n'est pas la meilleure des situations. Pour la question 2, effectivement, il y a bien un optimum de Pareto, ce serait le 70-70, tout simplement parce que cette stratégie permet aux deux acteurs d'avoir un maximum de revenus sans dégrader la situation de l'autre. En effet, si par exemple Danone voudra avoir 80 de bénéfices, cela dégraderait la situation de Nestlé qui n'aura alors plus que 46. Pour la question 3, la première partie vous demandait de décrire ce qu'est une externalité. Et par la suite indiquer si la création d'un péage urbain positif par la métropole européenne de Lille, la fameuse MEL, pourrait être considérée comme un optimum au sens de Pareto. Je vous donne d'abord ma réponse, puis ensuite en lisant certaines de vos copies, je me suis aperçu qu'il y avait d'autres réponses qui étaient envisageables. Donc la fameuse MEL, la métropole européenne de Lille, proposait aux usagers qui renonçaient à prendre leur véhicule pour rentrer dans la métropole de recevoir un dédommagement de quelques euros. Donc d'une part, c'est d'abord très positif pour la métropole de Lille, tout simplement parce qu'il y aura moins de pollution. Et ensuite, pour les usagers, cela leur fera une petite rétribution financière, puisqu'en oubliant de prendre leur voiture et en prenant les transports en commun, ils vont entre guillemets gagner un petit peu d'argent. Autre point positif, tous ceux qui continueraient à utiliser leur véhicule pour rentrer dans la ville de Lille n'auraient pas de pénalité. Donc il n'y a pas de taxe pigouvienne pour ce genre de comportement. Tous ces éléments nous montrent bien que nous avons un optimum de Pareto, diminution de la pollution, les usagers qui renoncent à prendre leur véhicule sont contents car on les dédommage, et ensuite ceux qui veulent continuer à utiliser leur véhicule n'ont pas de conséquences. Par contre, en lisant certaines de vos copies, c'est vrai qu'il y a des choses que je n'ai pas pensé. Par exemple, cela va dégrader les finances publiques et tôt ou tard, il faudra peut-être trouver un impôt. Et d'autre part, je crois qu'Antoine avait indiqué dans sa copie que pour les constructeurs automobiles, cela va être un problème simplement parce qu'ils vont vendre moins de véhicules. Il y aura forcément moins d'accidents entre guillemets, donc moins de réparations aussi pour ces véhicules. Et donc forcément, pour eux, c'est un désavantage. Nous n'aurions plus alors un optimum de Pareto, puisque d'une part, les finances publiques se dégraderaient, et d'autre part, les constructeurs automobiles verraient leur situation aussi se dégrader. Donc il y avait plusieurs solutions envisageables pour cette question.
Pour la question 4, attention de ne pas confondre les péages urbains qu'on voudra instaurer à l'entrée des villes et les péages qu'il y a sur l'autoroute, les péages autoroutiers. Il y a déjà des villes qui ont adopté les péages urbains, par exemple la ville de Londres. Toutefois, en France, le gouvernement a renoncé à légiférer sur la mise en place de péages urbains. Alors pourquoi? Parce que premièrement, on s'est bien rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui habitent en banlieue qui sont obligées de rentrer dans les villes et cela leur aurait fait un coût supplémentaire. Et autre grande idée, tout simplement parce que les Gilets jaunes ont manifesté, ils étaient contre aussi ces péages urbains, donc afin de contenter tout le monde, les péages urbains n'ont pas été mis en place en France. Ce type de péage aurait certainement été bénéfique dans la lutte contre la pollution des villes. On vous demandait ensuite dans la deuxième partie de la question de faire le rapport avec l'école du Public Choice. Cette école de pensée nous montre que généralement, les interventions publiques s'expliquent non pas par un hypothétique intérêt général, ici ce serait lutter contre la pollution pour l'ensemble des Français, mais agit plutôt par rapport à un profit pour certains groupes sociaux ou certains individus, et que les personnes qui sont actuellement au pouvoir ont toujours envie d'être réélues, et pour être réélues, elles obéissent à des petits groupes de pression. Donc cette école, qui a pour auteurs Buchanan et Tulloch, nous montre bien qu'en fait certains groupes de pression peuvent agir contre l'intérêt général, donc l'intervention publique n'est pas toujours parfaite et est loin d'être la meilleure des solutions. Pour la question 4, il était tout d'abord demandé d'indiquer des indicateurs alternatifs par rapport au PIB. Nous avons déjà vu dans les premiers chapitres l'IDH, l'IDHI, l'ISS et l'empreinte écologique. Il y en a forcément d'autres, mais ceux-ci sont les principaux. Vous les retrouverez dans le cours. La seconde partie de la question nous demandait si les agents économiques étaient vraiment intéressés par ce type d'indicateur, autre que le PIB. Je vais vous apporter une réponse qu'apporteraient beaucoup d'économistes. Généralement, ils disent à chaque fois d'un côté, mais d'un autre. Ici, on voit bien que d'un côté, les Français, oui, aiment tout ce qui va être environnement, écologie. Ils soutiennent souvent Greta Thunberg, qui est très populaire en France. Mais d'un autre côté, lorsque Nicolas Hulot a démissionné de son poste au gouvernement, il a bien insisté sur le fait que les Français se fichent un petit peu de l'écologie. Ils avaient d'autres préoccupations, comme par exemple le terrorisme, la précarité de l'emploi et la santé. Donc l'écologie était plutôt au second point. C'est une des raisons pour lesquelles il a d'ailleurs démissionné. Je vous laisse regarder la réponse à la question 6, sachant que le chapitre 18 qui va bientôt arriver sera consacré justement à la crise. Nous allons maintenant passer à la question problématisée. L'intervention de l'État dans les externalités créées par le marché, est-ce la meilleure solution? Alors, je ne vais pas vous faire la correction intégrale de cette partie puisque vous allez la recevoir par mail. En revanche, par exemple, lorsqu'on réalise une introduction, n'oubliez pas qu'il faut absolument une accroche. Et moi, ce que je préfère, c'est une accroche qui est tirée de l'actualité. C'est bien de citer un auteur, mais je préfère vraiment une accroche tirée de l'actualité. Ou alors, si vous citez un auteur, essayez de le relier immédiatement avec le sujet. Ensuite, il est préférable de définir les principaux termes de la question. Moi, par exemple, j'ai défini ce qu'était l'intervention de l'État, une externalité positive, une externalité négative, et ensuite j'ai bien défini ce qu'était le marché. Alors attention pour cette définition, notez bien qu'il s'agit du lieu de rencontre de l'offre et de la demande concernant un produit et de l'ajustement des prix. Ne vous contentez pas de marquer simplement le lieu de rencontre de l'offre et de la demande. Après avoir intéressé le lecteur avec votre accroche, lui avoir défini les principaux termes, il faut discuter autour du sujet, c'est-à-dire présenter en fait les raisons qui font que l'auteur nous a posé cette question. Il s'agit en fait d'une discussion. Il faut alors montrer que le sujet est d'actualité, qu'il est clivant car il apporte différentes solutions, différents problèmes. Généralement, quand vous n'avez pas le temps, vous vous contentez de recopier la question qui a été posée. Moi, je préfère que l'on reformule la question. Par exemple ici, moi j'ai indiqué « Nous essaierons donc de répondre à la question suivante. Face aux externalités créées par le marché, la meilleure réponse à apporter passe-t-elle par une intervention étatique ?» Ensuite, vous passez à l'annonce de votre plan. Généralement, il est préférable de faire un plan en deux parties.
Concernant mon plan, j'ai donc choisi un plan en deux parties. Dans la première partie, je vais soutenir l'idée qu'il est nécessaire que l'État intervienne. Par contre, dans la seconde partie, je minorerai cette approche en montrant que l'État va venir perturber un marché qui pourrait fonctionner sans lui et résoudre tout seul les externalités. Première grande partie, j'annonce mon titre, le besoin d'un État régulateur. Je souligne, je mets en gras. Grand A, l'intervention des États pour résoudre les externalités. Je souligne, et ensuite je fais des petits A, des petits B. J'essaie ensuite qu'il y ait une continuité entre mes différentes parties et que ce ne soit pas simplement des blocs qui viennent les uns après les autres. Il faut quand même qu'il y ait une suite logique dans la réponse à ma question problématisée. Dans cette partie, que nous allons argumenter avec de nombreux exemples tirés de l'actualité, nous allons essayer de placer quelques auteurs. L'un des premiers que j'ai réussi à placer, c'est Vilfredo Pareto et l'optimum économique, en montrant que le marché seul n'arrivait pas à obtenir un optimum pour résoudre les externalités. Ensuite, j'ai réussi à placer Ronald Coase et comme exemple le protocole de Kyoto. En utilisant la théorie de Coase, je vais principalement montrer qu'il n'est pas favorable à l'intervention d'un marché, que le marché, à travers les droits de propriété, peut lui-même résoudre les problèmes d'externalité. Toutefois, la mise en place de ce marché repose en grande partie et généralement par un État. Dans le grand B, je montrerai comment l'État peut résoudre ces problèmes d'externalité, comment il peut intervenir à l'aide de normes, de taxes pigouviennes, où je pourrais placer l'auteur Cécile Arthur Pigou, mais également Alfred Marshall. J'arriverai également à placer l'auteur William Nordos. Voici maintenant le grand 2 de mon développement. La remise en question de l'intervention de l'État. Je vais montrer que l'État, en fait, est perturbateur quand il intervient comme ça pour résoudre les externalités sur le marché, que la mise en place de normes ou que les taxes pigouviennes peuvent venir perturber ce marché. Par conséquent, en deuxième partie de ce développement, je vais me demander si un marché ne serait pas plus efficace. Est-ce que le marché ne serait pas supérieur à la norme? Est-ce que le marché ne serait pas supérieur à la taxe? J'arriverai ainsi à placer des auteurs tels que Ostrom, Tulloch, Buchanan, mais également Adam Smith. Comme pour la première partie, je réalise une mini-synthèse de cette partie, de ce développement. Bref, un État régulateur d'externalité apporte aussi son lot de problèmes. Il va perturber le marché sans forcément apporter une solution optimale. Le marché peut lui être supérieur. Et je passe maintenant à ma conclusion. Elle doit toujours être réalisée en deux parties. Je vais synthétiser tout ce qui a été dit dans mon premier développement et tout ce qui a pu être dit dans mon second développement. Pour ce faire, je vais utiliser un auteur, ici Harry Truman, un ancien président américain, qui vit toujours d'un côté, mais d'un autre, pour montrer qu'il y a toujours en économie un clivage et qu'on a toujours du mal à trouver la bonne solution. Je vais ainsi montrer que le marché a tendance à créer des externalités souvent négatives, même s'il y en a quelques-unes positives, et que l'État doit régulièrement intervenir pour résoudre ces problèmes. Mais je montrerai aussi que d'un autre côté, grâce à mon deuxième développement, l'État peut être aussi perturbateur du marché. Je synthétise une dernière fois. Dans mon ouverture, je laisse supposer au lecteur que j'ai eu un manque de temps et que si j'avais plus de temps, éventuellement j'aurais pu traiter une autre partie du sujet qui n'est peut-être pas directement liée à la question posée, mais indirectement s'y rattache. Comme par exemple ici, je laisse supposer que j'aurais pu parler des problèmes liés à Facebook et notamment aux problèmes de désinformation qui sont aussi des externalités. Finalement, n'oubliez pas de relire l'ensemble de votre copie, de corriger les fautes. Il y a toujours des points qui sont attribués pour l'orthographe ou des points qui peuvent être retirés. N'abusez pas non plus des conjonctions de coordination. J'ai vu dans certaines copies des « et », des « on ».